Philippe Faucon. Merci Philippe, et on peut au passage remercier aussi Marina de Pyramide, la distributrice, grâce à qui Philippe est là ce soir. Je rappelle que Philippe concourt dans la catégorie des cinéastes les plus fidèles du nouveau Méliès, c'est celui qui sera invité le plus longtemps. Il y a comme ça 3-4 cinéastes en lice. Chaque fois avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, on va partir de la fin du générique, là, parce qu'à la fin du générique, tu cites quelques sources livresques. Et j'aimerais bien savoir dans quelle mesure elles ont été les déclencheuses de ce désir de refaire un film autour de l'Algérie, 17 ans, je crois, après la trahison. Et quel lien dans ton esprit il y a entre ces deux films-là? Oui. Alors, justement, l'un des livres qui est cité a été le point de départ de ce projet. C'est un livre de Robert Lucas qui s'appelle Harki, mes frères de combat. C'est un livre que j'avais lu à l'époque où j'ai travaillé sur le scénario de la trahison. Et à ce moment-là, j'avais été frappé par ce récit qui est une sorte de journal de guerre très factuel, qui n'est même pas un récit, qui est un journal comme ça très factuel, et qui raconte... donc l'auteur a été responsable d'un commando composé de harkis, donc de gens qui ont été assez engagés dans les combats. Et il raconte cette chose qui a aussi été racontée par d'autres auteurs, qui est que parfois, à l'occasion de l'interception d'un groupe indépendantiste, les harkis du commando se substituent à ce groupe pour investir des villages la nuit, taper aux portes, se faire passer pour ces hommes du FLN, et de cette façon tenter de remonter jusqu'à d'autres éléments du FLN. Et il y avait quelque chose qui m'avait frappé là-dedans, parce que j'avais l'impression de percevoir quelque chose qui était que ces harkis, ces Algériens, étaient dans une situation de miroir par rapport à leurs adversaires, dont ils pouvaient être des adversaires très farouches, mais avec lesquels ils avaient aussi des proximités. Et ils étaient comme ça dans un... enfin, moi j'avais l'impression de percevoir ça. Il y avait quelquefois quelque chose de l'ordre d'un trouble, quelque chose de presque schizophrénique. Sauf que le livre de Robert Lucas, c'était, comme je l'ai dit, un journal de guerre, donc ça relatait des faits de guerre d'une façon un peu répétitive, quotidienne, sans constituer vraiment un récit. Donc je suis parti de ça, et puis ça a été un point de départ, et puis au cours de plusieurs étapes successives de travail sur le scénario, en partant de ça, je suis finalement allé à la construction du récit sous la forme qu'on a vue. Donc tu pousses du coup très loin la schizophrénie, parce que le personnage central de cette opération, c'est celui qui a donné les noms sous la torture. Oui. Et qui du coup se retrouve à probablement infiltrer dans une position qui aurait pu être la sienne s'il n'avait pas été torturé par l'État français. Pourquoi tu choisis cette trajectoire pour ce personnage-là? Parce qu'elle est à l'image de celle d'un certain nombre de combattants indépendantistes à l'époque qui, de cette façon, soit pour avoir parlé sous la torture, et donc de ce fait s'être condamnés aux yeux du FLN, se sont retrouvés dans quasiment l'obligation de changer de camp et d'intégrer des unités de l'armée française pour se protéger. Il y a eu même des commandos de l'armée française de cette époque
quasiment entièrement composé d'ex-félagas, entre guillemets, radiés. Et dans le film, voilà, donc ce personnage se retrouve de cette façon, à un moment, devant des villageois, pour crédibiliser le commando, tenir un discours qui dit les choses auxquelles il croyait auparavant, mais qu'il a renié. Donc quand on parlait de schizophrénie, voilà, effectivement il y a un moment de cet ordre-là. Mais en même temps, pour moi, c'est moins net que ça, parce que il est sous la contrainte, il est aussi en train d'exprimer les choses auxquelles il croyait. Donc voilà, je crois que le film est comme ça, c'est-à-dire fait de choses qui ne sont pas toujours très nettes, très sûres. Et en même temps, il y a d'autres personnages qui commentent en disant « le piège se referme sur lui, il sera un des plus radicaux des hommes ». Certains de ces hommes, en effet, je dis certains, j'insiste sur le mot certains de ces hommes, en effet, ont été très impitoyables envers leurs anciens, vers les gens d'où ils venaient. D'une part, parce qu'ils savaient que, en cas de victoire du FLN, ils n'avaient pas de pardon à attendre. Donc ils étaient vraiment dans un désir de souhaiter la victoire de la France, mais aussi, sans doute, parce que c'était des hommes qui étaient confrontés à une image très détruite d'eux-mêmes, étant donné qu'ils avaient trahi, qu'ils s'étaient reniés. Et donc, dans le film, par exemple, quand on en voit deux qui s'acharnent sur un prisonnier, peut-être qu'en fait, ils s'acharnent sur une image perdue d'eux-mêmes. Il y a une deuxième source littéraire qui est évoquée, puisqu'on est parlé de là. Oui. Alors là, c'est de l'ordre de la citation. C'est parce que j'ai utilisé des paroles d'un officier français, en les adaptant, évidemment. Et j'ai utilisé ces paroles parce que pour moi, elles disaient quelque chose de très, très significatif et très important. Et ces paroles, ce sont celles les paroles originales, ce sont celles d'un officier qui était le colonel Louis Dufault-Lagarosse. Quand on lui a demandé de désarmer ses harkis, il a répondu pour armer les harkis, il y avait des officiers supérieurs, des officiels, et il n'est pas question que maintenant je sois seul aujourd'hui pour les désarmer. Et là, il dit quelque chose qui dit toute l'histoire. Parce qu'effectivement, c'est sur cette histoire-là que le film est construit. Au début, on voit les nouveaux harkis recevoir des armes. Et à la fin, en présence d'un préfet, d'un colonel, à la fin, on demande à un subalterne de les désarmer. Et il y a, par exemple, des photos d'époque qui montrent Pierre Messmer, ministre des Armées de l'époque, remettre lui-même des armes aux harkis, à l'époque, à un moment de la guerre où on fait appel à leur nombre. Et le même Pierre Messmer, après le cessez-le-feu, est à l'origine de directives qui vont demander qu'on restreigne les rapatriements de harkis en France. Donc là, il y a évidemment un défaussement des responsabilités, voilà, qui est tout le tragique de cette histoire. Alors, on va passer la parole assez vite, mais je veux bien que tu nous racontes aussi comment tu as trouvé une sorte de point d'équilibre. Toute la presse salue la mesure du film et son côté à la fois frontal pour rendre justice aux harkis, mais aussi son souci de la précision historique et d'une sorte d'équilibre, puisque tu parlais d'effets miroirs tout à l'heure,
assez clairement dans le dialogue, on porte le fait que, par exemple, la torture est le fait des deux camps. On voit cette tête coupée au début, mais on voit aussi une scène de torture en direct. Et vraiment, je veux bien que tu m'expliques quels étaient les enjeux de ta mise en scène pour rendre compte de ce phénomène-là, qui est évidemment compliqué à mettre en scène, y compris parce qu'il a été dénié pendant des décennies au sein de l'histoire de France. Voilà. Et donc, comment tu trouves le point d'équilibre pour faire en sorte de dépasser, j'allais dire, le contexte polémique potentiel? Ce qui m'a frappé, donc je l'ai affiché à la sortie, c'est quand même l'article incroyablement élogieux du Figaro, par exemple, qui passe comme ça, l'air de rien. La conclusion, c'est sur la responsabilité du général. C'est la première fois? Ouais. C'est un article élogieux qui finit sur la responsabilité du général de Gaulle dans le Figaro. Étonnant. Ouais. Je ne sais plus si tu as repéré ma question, mais... Non, oui, alors... Oui, tu peux me la... C'était le souci de l'équilibre, et notamment sur l'usage de la violence. Ben, la guerre d'Algérie, c'est une période d'une extrême pratique de la violence. C'est une période où on va très très loin dans la pratique de la violence et dans les deux camps. Et donc, on ne peut pas aborder cette période en occultant cet aspect, ou en le minimisant. Alors, à ce moment-là, effectivement, il se pose des questions de représentation de cette violence, quand, à quel moment, pourquoi. Et puis aussi, elle est constitutive. La violence du FLN, elle est d'après la plupart des auteurs qui ont travaillé sur la question, dont Mohamed Harbi, qui est un historien dissident du FLN, la violence du FLN, elle est une des principales raisons de l'engagement côté français dans le monde algérien. Parce que le FLN, à ce moment-là, fait le choix d'une pratique de la terreur. Et étant donné que, enfin, bon, je sais pas, on ne va pas entamer un débat là-dessus. Et donc, elle est inhérente à cette histoire. À Cannes, j'ai présenté le film avec il y avait présent un ancien harki qui s'est engagé côté français parce que 8 personnes de sa famille ont été assassinées pour avoir refusé de payer l'impôt ou refusé de rejoindre les maquis. Donc voilà, évidemment, elle est alors dans ce récit, elle est à tenter de dire, enfin, ce que j'ai tenté, c'est de la dire avec la place qu'elle a eue et puis comment dire, de la façon la plus appropriée possible dans la représentation. Il y a des moments où il m'a semblé qu'il fallait on ne pouvait pas être dans l'ellipse ou dans leur champ, il fallait être dans une position de frontale, parce qu'il s'agissait de dire la situation des hommes qui se retrouvaient dans ces situations-là, soit d'exercer la violence, soit de la subir, soit de enfin, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça veut dire. Et puis, comme ça ne pouvait pas non plus être un parti systématique, il y a eu des moments où j'ai pensé que, par exemple, montrer le visage d'une femme qui se tourne, ça suffisait. Il y a plein d'ellipses dans le film, par ailleurs. La mort de Youssef, par exemple, il y a des choses qui ne sont pas... C'est un récit sur un temps long, sur plusieurs années, et sur finalement un mécanisme historique qui se met en place avec ses raisons, ses conséquences, la façon dont petit à petit des gens se retrouvent enfermés comme ça dans un piège, une situation qui va être très lourde de conséquences. Et donc,
Et effectivement, le travail du scénario et de la réalisation, ça a été un travail d'épure du récit autour des moments qui me paraissaient les moments à faire ressortir, les moments essentiels. Qui pose la première question? Ou réaction? Oui. Bonsoir. Donc déjà, merci pour ce film. On a beau connaître le sujet, de le voir en vrai comme ça, c'est très immersif, ça donne la réalité des choses, c'est très beau. Je voulais savoir, en fait, j'ai déjà été en Algérie il y a quelques années, comme ça, pour faire des photos, et j'ai trouvé que c'était hyper compliqué de tourner en Algérie. Je veux savoir si vous aviez vraiment tourné en Algérie. Non, c'est pas tourné en Algérie, c'est tourné au Maroc. Alors j'ai pensé à un moment peut-être tourner en Algérie. J'avais tourné en Algérie mon premier film consacré à cette période. Et puis j'ai assez vite renoncé. On n'a même pas eu à prendre contact avec qui que ce soit là-bas. J'ai assez vite renoncé parce que l'Algérie, dans la période qu'on a connue, là, ces 2 dernières années de crise sanitaire, l'Algérie est un pays qui a fermé ses frontières pendant 1 an et demi. Donc il n'était pas envisageable du tout d'imaginer y préparer un film et le tourner. C'était déjà très très compliqué. Ça a été la préparation, le tournage de ce film ont été déjà rendus extrêmement compliqués par la situation sanitaire. Parce que même au Maroc, le Maroc sur toute cette période a constamment fermé et réouvert ses frontières en fonction de l'évolution de la situation. Mais le Maroc est un pays qui vit du tourisme et du cinéma, on tourne beaucoup là-bas, et donc au contraire de l'Algérie, il y a eu des moments de réouverture. Et du coup, je me demandais si ça avait été compliqué, si les acteurs étaient algériens, si ça avait été compliqué pour eux de jouer des harkis. Alors, oui, par contre, pour moi, il était évident que les personnages devaient être joués par des Algériens. Alors, on a quand même, les frontières étaient fermées, mais on a quand même commencé un casting là-bas, en Algérie, parce qu'on nous a dit, mais c'est pas possible, les frontières sont fermées depuis 1 an, elles vont pas... les gens n'en peuvent plus, il y a un moment où ça va réouvrir. Donc on a fait le pari que ça allait réouvrir d'ici à le début du tournage. Et on a commencé des recherches de casting là-bas. Mais moi, je ne pouvais pas me rendre là-bas. Donc je recevais des essais, on se parlait en visioconférence avec le directeur de casting algérien et les comédiens. Et puis on a avancé comme ça. Et puis les frontières ne rouvraient pas. Et il y a eu un moment où j'ai même... on a commencé à s'inquiéter de ça et on a doublé le casting qu'on avait commencé en Algérie par des recherches en France et au Maroc. Et puis finalement, même pas 4 semaines avant le début du tournage, les frontières se sont réouvertes et les acteurs, les comédiens algériens qui m'intéressaient ont pu intégrer le tournage. Et alors, leur réaction par rapport à la proposition du projet, il n'y a jamais eu d'attitude de fermeture rigide. Évidemment, les gens demandaient à lire le scénario en disant ça dépendra du scénario. Mais ayant lu le scénario, les réponses que j'ai eues, c'était de cet ordre-là, c'est-à-dire on me disait, bien, c'est un personnage dont je comprends quelque chose. C'est pas forcément comme ça qu'on l'a raconté ici, mais dont je comprends quelque chose et donc je veux le jouer. Voilà, ça m'intéresse de le jouer. Il n'y a pas eu avec aucun des comédiens que j'ai approchés, il n'y a jamais eu de réaction de fermeture par rapport au sujet ou au fait de jouer un personnage de harki. Le comédien qui joue le personnage de Salah, le personnage principal, son père lui a demandé « Mais pourquoi tu veux jouer dans ce film ?
pourquoi ça se tourne pas en Algérie, pourquoi c'est un Français qui le réalise. Et il lui a dit, lis le scénario, et il a lu le scénario, et il lui a dit, bon, très bien. Donc tu parles arabe, toi? Non, pâtre. Non, évidemment, j'ai besoin de me faire aider par des interprètes et le scénario a été traduit en arabe littéraire et en dialectal algérien. On a fait, pour les rôles principaux, on a fait venir des comédiens d'Algérie, et pour les rôles secondaires, on a cherché dans la région d'Oujda, où je suis né, au Maroc, donc dans la région d'Oujda, pas parce que j'y suis né, mais parce que c'est une région qui est frontalière de l'Algérie. Les gens ont un accent qui est très proche de l'arabe qui est parlé dans l'ouest algérien. Et donc voilà, pour cette raison, parce que certains rôles étaient joués par des Marocains, en réalité, on a traduit en arabe classique et en dialectal, ce qui leur a permis de mémoriser du vocabulaire algérien, des expressions algériennes. Vas-y. Oui, merci en tout cas pour ce film-là. Moi, je suis un peu au film avec la trahison et on parlera peut-être de la désintégration. Et puis ce film-là, et c'est marrant, mais depuis le temps que je suis au film, je me dis, mais il n'y a rien sur l'hierarchie. Et je me plais, peut-être pas comme le Figaro, excusez-moi, mais je me plais à savoir que vous avez fait un film de cette teneur sur l'hierarchie. Moi-même, je suis algérien, mais enfin bon, ça ne m'explique pas tout. Parce qu'effectivement, ces hommes sont tristes. Et je crois que dans la trahison, vous faites dire par un officier. D'ailleurs, j'ai appris que vous aviez, votre père était dans l'armée. Bon, et dans l'armée, en Algérie, il y a aussi des gens qui sont bien comportés. Des gens qui sont partis avec leur arc, notamment, qui les ont fait travailler au sein de la famille et tout ça. Donc il y a aussi cette image-là. Bien sûr, ça ennuie certains Algériens qui veulent qu'il y ait les bons et les méchants. Mais je crois que c'est... En plus, ça, vous l'avez fait dans la période de l'indépendance. Vous êtes parti de Mars pour l'anecdote algérienne, parce qu'on a un peu d'humour chez nous. Vous savez qu'au mois de mars, les Algériens ont pris les armes, comme en France, qu'on appelait les résistants de la dernière heure, les Martiens. On les appelle les Martiens, parce que c'était du mois de mars. Voilà. Alors donc, c'est bien aussi de ça. Et ce que je voulais dire, c'est que ce film-là va permettre, vous n'avez pas tout dit, vous avez présenté quelque chose effectivement d'homme, parce que c'est ça la guerre, c'est ça. Vous avez bien fait de rappeler Mesmer, avec le chapeau de la Légion étrangère, personnage Camelot de la France, Action française, et à ce moment-là, c'est peut-être, mais le racisme, effectivement, il était aussi sur ces gens-là. C'est pour ça qu'on les voit tristes. Il n'y a aucun marrant, J'ai cherché Jean Carmel, je ne l'ai pas trouvé, vous voyez ce que je veux dire? Non. C'est-à-dire que je trouve que c'est une dimension. Il n'y a pas beaucoup d'occasions de se marier, non, voilà. Et c'est pour ça que j'ai retenu une phrase que vous dites, et je crois que je l'avais, c'est qu'ils ont fait le mauvais choix. Ils ont fait le mauvais choix, quoi. Et il faut savoir aussi que certains harkis étaient enrôlés parce que dans les familles, un des frères, ou dernier membre de la famille, était parti dans la LN, voilà. Et aussi, c'est bien, parce que c'est l'histoire qui arrive. Bon, il y en a qui veulent la faire avec le gaz, mais là, vous l'avez fait, vous, par rapport au fait qu'il y a aussi des désertions dans la LN. Alors, vous parlez aussi de la sauvagerie, peut-être, il y a aussi la chose, mais il y a aussi le fait qu'à un moment donné, les vivres n'arrangeant pas, les gens, il fallait bien qu'ils bouffent, et ils ont été dans les harkis. Et les harkis, là, il se passe en Algérie, je ne vais pas être trop long. Il y a aussi les harkis, les divisions qui étaient en France. Et celles-là qui étaient terribles, et qui n'avaient pas le sentiment des Français. Descendaient du fort de Romainville pour aller jusqu'à Noisy-le-Sec. Bon, voilà. Je ne vais pas être trop long, parce que... Voilà. Oui. Non, en tous les cas, chapeau pour ce film. Et en plus de ça, je vais vous dire la désintégration qu'arrive
un mois avant l'affaire Mera, chapeau pour la clairvoyance. Voilà. Parce que effectivement, c'est un film qui, à l'époque, quand il y a eu les attentats en novembre 2015, il n'est pas passé, votre film. Et c'est dommage. Pourquoi on ne l'a pas fait passer? Voilà ce que je veux dire. Il est passé, oui, mais il n'est pas passé à la télé, il n'est pas passé. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, vous avez bien expliqué les problèmes de la jeunesse dans les quartiers, les problèmes aussi avec les de la famille. Bon, merci beaucoup. Merci, monsieur. Bonsoir, merci beaucoup pour votre film. J'aurais deux questions. La première, elle porte sur la fabrication du film. Je voulais savoir, est-ce que vous pensez que ce film il était plus facile à faire ces dernières années qu'il y a, je sais pas, 5 ans, 10 ans, 20 ans, quant à l'évolution des mémoires et aussi, je sais pas, quant aux craintes de la production face au temps du public, etc. Parce que c'est pas un sujet évident que celui des harkis. Et ma deuxième question porte sur l'avenir du film que vous allez sans doute présenter dans des festivals. Est-ce que c'est envisageable, est-ce que vous l'envisagez, de le projeter en Algérie? Puisque votre film, il a l'honnêteté de ne pas être manichéen. Et voilà, ça peut poser problème en Algérie. Merci encore. Alors, sur la question de l'époque, moi j'ai fait il y a 15 ans un film qui avait pour contexte la guerre d'Algérie, et j'ai l'impression que les difficultés sont les mêmes, ont été les mêmes, c'est-à-dire ce qu'on s'entend dire, c'est que c'est lointain, ça ne fera pas venir des gens en rapport avec ce que ça va coûter. Voilà, c'est pas le type de sujet sur lequel on se précipite au niveau des instances privées, je veux dire. Au niveau des instances d'État, il y a des ou régionales, il y a des soutiens possibles. La trahison à l'époque, ça a été fait avec très très peu d'argent, vraiment un très très petit budget. Celui-là, il fallait un petit peu plus d'argent, même si ça reste un budget très très petit. Ces moyens, on ne pouvait pas tous les trouver en France, donc on a été dans la nécessité d'aller chercher une coproduction en Belgique. On l'a trouvé auprès des frères Dardenne. Et le fait d'avoir cette coproduction avec la Belgique, ça a permis de solliciter des soutiens européens. Et c'est comme ça que le film a pu se monter. Et puis sur la question de l'Algérie, je sais pas. Moi, je serais prêt à l'accompagner là-bas, ne serait-ce que pour retrouver là-bas les comédiens algériens qui n'ont pas pu venir à Cannes au moment de la présentation du film. Je ne sais pas si ça se fera. Quand le film a été montré à Cannes, il y a quelqu'un de l'Institut français qui est venu le voir en disant bah voyons, peut-être qu'on pourra faire quelque chose. Et puis après la projection, il est parti sans rien dire. On a plus de nouvelles. Allez-y. Déjà, premièrement, je voulais vous remercier pour... excusez-moi, j'en perds mes mots. En fait, le thème m'a beaucoup touché parce que ma famille a été touchée par... J'ai mon grand-père qui a été harki. On m'a beaucoup parlé de ça. Et franchement, depuis longtemps, j'aurais bien aimé avoir un film qui parle de ça. Ce film, je le trouve très enrichissant. Et déjà, je voulais vous remercier pour votre audace en tant que réalisateur. Et ma question va se porter précisément sur la durée du film. Pourquoi vous avez choisi une durée de film de 1h20? Est-ce que pour vous avez raconté assez, ou est-ce que vous auriez aimé raconter plus de choses, mais sauf que vous n'avez pas pu? Pourquoi le film dure 1h20? Et c'est un petit détail qui m'intéresse beaucoup. Et oui, en effet, c'est parce que je n'avais pas les moyens de tourner plus. Le film s'est tourné en 35 jours, ce qui est un temps de tournage très très court. Et le scénario était le scénario était un peu plus important, mais il y a des scènes auxquelles j'ai dû renoncer parce qu'il a fallu faire des choix pour que ça tienne sur 35 jours. Qui concernait quel personnage? Qui concernait un peu tous les personnages, mais
il y avait des moments qui avaient leur importance, qui avaient une importance, hein, ils étaient là parce qu'ils avaient une importance, mais qu'on pouvait se résoudre à sacrifier parce que ça n'entravait pas fondamentalement le récit. Il y avait des moments qui racontaient les conditions qui racontaient par exemple la façon, la propagande qui a été mise en place pour persuader les gens de rester avec des séances de films organisés par le service cinématographique, les armées pour leur expliquer qu'il n'y avait pas de danger, etc. Claire. Oui, bonsoir. Je voulais dire que, dépendamment du sujet qui me bouleverse chaque fois, qui me touche beaucoup, je voulais aussi dire combien j'ai apprécié les images. Et notamment la manière dont vous avez filmé ces hommes et les visages. Il y a des plans absolument superbes. Voilà, je voulais vous le dire, ça m'a beaucoup touchée de voir avec beaucoup de pudeur en même temps, et j'ai trouvé ça d'une grande sensibilité. Je voulais vous en remercier. Bien, merci. En effet, ce sont des personnages qui sont pas dans la parole à un moment, parce qu'ils sont dans un repli sur eux-mêmes, ils sont dans une sorte d'exil intérieur au fur et à mesure où ils prennent conscience que voilà, ils ont franchi un pas qui est sans espoir de retour et qui pourrait être lourd de conséquences. Donc ce ne sont pas des personnages qui sont beaucoup dans la parole. Les gens qui les ont côtoyés disaient que c'était des blocs de silence. Et donc, mais effectivement, il y a des choses que j'ai tenté de rendre compréhensibles par des plans sur les visages, les silences. Il y a des moments comme, par exemple, après qu'un indépendantiste était tué par une grenade. Voilà, il y a des moments silencieux comme ça, où on est sur le regard du personnage principal qui regarde passer le brancard, des harkis qui sont assis contre un mur et puis qui sont dans une réticence à se lever quand on leur demande de se rassembler. Voilà, ce sont des moments, en effet, qui disent leur état d'âme à ce moment-là. Allez-y. Oui, donc moi je voudrais d'abord un commentaire, c'est que j'ai été très surpris et agréablement surpris de la dignité de chaque personne. Chaque personnage du film est sublimé. Bon, tout le monde est beau. Voilà, tout le monde est beau. Et la question, c'est... une scène de torture et de... Oui, non, tout le monde est beau dans la façon de filmer. Et ça, je vais sortir ma science, mais ça m'a fait penser un peu au film de Mac Malbaf, Tableau Noir, et où tout le monde est beau, avec des beaux vêtements, un beau paysage, c'est beau, quoi. Voilà. Ça, c'est pour le commentaire. Et la question, c'est quel message voulez-vous passer en faisant ce film? Je pense que le propos principal du film, c'est de revenir sur cette histoire qui a été une histoire assez indigne, une histoire d'abus, où des gens ont été abusés, trompés, des gens qui étaient issus de populations qui étaient comme ça, des populations peu alphabétisées, en situation de survie. Et voilà. Et à une époque où effectivement, du fait de la guerre, il n'y avait pas grand-chose d'autre comme moyen de ressources, où l'armée était le principal employeur de l'époque. Donc ce sont des gens qui ont été abusés et ensuite abandonnés en grande partie. Et un grand nombre l'ont payé de leur vie. Voilà, donc c'est un épisode qui n'est pas très glorieux et qui, pour cette raison, a été longtemps occulté.
Et j'ai trouvé que c'était important de revenir dessus parce qu'il me semblait qu'il manquait dans le cinéma. Allez-y. Bonjour, ouais, c'est le nouveau film que je vois. Et visiblement, vous en avez fait plusieurs autres sur le sujet de la libération d'Algérie. Et en le regardant, je me suis demandé si vous étiez intéressé aussi des produits des films qui traitaient, dans le cadre de la libération d'Algérie, du sujet de la Kabylie et de la communauté juive pendant cet événement, parce que c'est pas comme Jarki, mais c'est aussi pour moi des sujets des situations qui ont été ambiguës et qui se sont rejouées dans la libération d'Algérie. Mais ça, c'est une situation que moi, personnellement, je ne connais pas bien. Après, il peut toujours arriver qu'on tombe sur un livre qui parle de quelque chose qu'on ne connaît pas bien, mais pour lequel tout d'un coup on éprouve un désir d'aller vers un film, et à ce moment-là, on lit, on essaie d'en apprendre davantage et de trouver des moyens comme ça d'avoir un minimum de légitimité pour le traiter. Mais ça, ce sujet-là, moi, c'est un sujet que, à l'heure actuelle, je ne connais pas. Je connais pas très bien. Écoutez, moi, je parle en tant qu'Algérienne. J'avais 9 ans à l'indépendance. Donc, j'ai vécu cette guerre. Il est vrai que c'était dans une grande ville, c'était Alger. Nous avions subi autant, peut-être moins, que ceux qui étaient dans les montagnes ou dans les campagnes. Eh bien, ma question, elle vient avec, justement, c'est Harki, aussi le travail qui a été fait par d'autres personnes, entre autres le journaliste Pierre Daume. Je ne sais pas si vous avez eu la possibilité de lire son travail, parce qu'il se trouve qu'il s'est déplacé près de la frontière algéro-marocaine. Il est allé à Tlemcen à la rencontre de ces harkis qui n'ont jamais quitté l'Algérie. Ils ont vécu, leur famille aussi, il y en a eu beaucoup. Donc pour moi, les chiffres sont menteurs. Eh bien, il y a eu un recensement officiel aussi en Algérie, parce qu'il est vrai qu'on se regarde. Chacun donne ses chiffres. C'est bien peut-être pour faire pleurer dans les chaumières, mais il n'empêche que tous les harkis n'ont pas été assassinés. Tous les harkis n'ont pas été assassinés. Et comme le disait le monsieur qui est aussi algérien, il y a eu aussi des harkis qui étaient là. Le MNA, c'est du MNA que vous parliez. Ceux qui avaient travaillé aussi donc contre... Oui, enfin je dis harkis dans le sens qu'ils ont choisi le camp qui pensaient être vainqueurs. Je voulais aussi attirer votre attention sur le fait que l'Algérie a été colonisée 132 ans. Nous avons subi le pire colonialisme. Moi, je n'ai jamais pu aller dans une école comme les autres Français. Nous avons habité dans des bidonvilles et pourtant mon père était artisan bijoutier. Nous avions de l'argent. Nous pouvions nous acheter certaines choses, mais nous étions surveillés. Je ne pourrais pas dire que c'était des camps de concentration. Il n'y avait pas les miradors, il y avait les chiens, il y avait le contrôle. Tous les soirs, on venait nous compter. Vous comprenez? Et là, vous parlez de violence du FLN. Le FLN n'est pas l'armée de libération, c'était ce qu'on appelait l'armée de libération nationale. Le FLN, c'est l'organisation politique. Donc, on ne peut pas comparer une armée, un pays qui combat le colonialisme et une armée régulière avec le soutien des organisations internationales, etc., tout pratiquement l'Europe, aidée dans ce sens-là. Merci. Oui, j'entends. Très bien. Mais tout ce que vous évoquez, ce sont des sujets de films en soi. C'est évident qu'on ne peut pas raconter toute la totalité et la complexité d'une période comme la guerre d'Algérie en un seul film de 1h20. Donc, effectivement, il y a sans doute... il y a évidemment d'autres films à faire. Sur la question
Sur la question des harkis qui sont restés en Algérie, oui, je sais, j'ai lu ce livre. Il y a un certain nombre de harkis qui sont restés en Algérie. C'est d'ailleurs ce qu'on suppose qu'il va se passer pour le personnage principal, qu'on voit à la fin, effectivement, se fondre dans la foule, et on imagine que voilà, c'est quelqu'un qui, lui, ne part pas avec les autres, mais va rester et tenter de retrouver sa femme. Sur le nombre de morts, bon, ça c'est une polémique qu'on ne va pas régler aujourd'hui. Moi, je n'ai choisi de ne citer que des estimations d'historiens, parce qu'il y a des tas d'estimations qui sont données avec de façon très passionnelle, très politique. Les chiffres que j'ai cités, pour moi, ce sont des estimations d'historiens. Voilà, personnellement, et j'ai bien indiqué que c'est quelque chose le nombre de morts, c'est quelque chose qu'on ne sait pas avec exactitude aujourd'hui, et que les historiens diffèrent dans leurs estimations. Voilà, pour les plus basses, parlent de 35 000 morts, les plus hautes de 80 000. Oui, je reviens sur la question de l'ultra-violence que vous avez évoquée pour contredire madame. Je sais que, au même âge, de l'autre côté, pour dire que le témoignage de, je crois que c'est les grands-parents d'Alice Zénitaire, qui a écrit un magnifique livre aussi sur ce problème-là, qui expliquait que le commencement de la guerre d'Algérie au 1er novembre 1954, ça a été l'assassinat en particulier des époux Monroe, qui étaient de jeunes instituteurs. Et le grand-père a dit la guerre, c'est une histoire d'hommes. Quand on tue des femmes, c'est pas bien. Et c'est à partir de là que le grand-père a décidé de se désolidariser de cette ultra-violence qui a commencé avec cet assassinat du 1er novembre, qui s'est ensuite répété et qui a été en face de l'ultra-violence de l'armée française. Mais je crois que, voilà, c'est un partout, on sait ces choses-là. Sinon, moi, donc là, je réagis à ce que vous disiez. J'avais deux remarques sur le film en Algérie. La première, c'est que au niveau politique du gouvernement, c'est-à-dire de l'armée et du FLN ou des gens qui tiennent le pouvoir en Algérie, dès lors que vous montrez que c'est humain de devenir harki et qu'on comprend que certains, et que c'est des gentils, entre guillemets, harkis, des pères de famille, etc., ça déplaît à l'idéologie du pouvoir algérien, premièrement. Et donc je ne pense pas que pour cette raison, ils puissent l'accepter. C'est une raison, on sait comment utiliser le pays. Et l'autre raison, la question que je me posais, c'est la jeunesse algérienne. J'ai l'impression qu'elle en a un petit peu assez quand on parlait de la guerre d'Algérie. Je me demandais si elle se serait intéressée ou pas à ce film autant que peuvent l'être les gens d'une salle ici. Moi, les gens avec qui je suis fort, j'entends que chez eux, effectivement, il y a une lassitude et une défiance de l'histoire officielle. Et souvent, la conscience qu'effectivement, c'est une histoire, et celle des harkis en particulier, qui est aussi instrumentalisée par le pouvoir pour faire oublier d'autres choses. Après, dans le film, on voit des gens qui se sont retrouvés engagés côté français pour des raisons que j'ai dit, pour des raisons de survie. Il est aussi visible dans le film, je pense, que des harkis, pour certains d'entre eux, ont aussi été des acteurs zélés de la répression, et que certains ont joué effectivement un rôle là-bas qui a laissé des souvenirs difficiles. Oui. Je voulais juste vous dire que vous avez dit que les frères Dardenne vous avaient aidé à faire le film, et si on parle, je sais pas, mon point de vue au niveau, c'est un peu décousu ce que je veux dire, mais on a vu Tori Lokita il n'y a pas longtemps, et je trouve qu'il y a ce côté justement où le film dure ce qui dure. Vous avez vu le budget que vous avez eu, mais je trouve que
tout est dit comme ça, quoi. Je veux dire, il y a ce côté de violence qui est présente, mais qu'on ne voit pas obligatoirement. Et dans le film des Frères Dardenne, pour moi, il y a la même chose, quoi. Il y a ce côté aussi de... Il y a 3 ou 4 morts dans le film, quoi. Il y a cette tête coupée au début, comme je ne m'attendais pas du tout, et je fais « Ok, d'accord, donc on va être là, on va être là-dedans. » Et c'est compliqué. Il y a le personnage qui se fait égorger, que l'on ne voit pas, il y a une femme qui tourne le regard, il y a tous ces morts qui sont là, mais vous ne montrez pas. L'embuscade, on ne la voit pas, il y a juste les bruits, on retrouve les morts après. Et pour moi qui suis né vers en 70, je me rends compte qu'en définitive, ça s'est arrêté 8 ans avant ma naissance. En 70, il y avait des personnes qui tendaient des bidonvilles. Ça s'arrête en 76. Et qu'en définitive, cette histoire-là, nous en France, comme vous dites, vous en Algérie, les jeunes ont une tête assez quand on parle de ça. Et que moi, j'ai l'impression qu'on n'en a pas assez parlé. Et qu'il y a toujours ce côté de il faut cacher ça. Et dans votre film, je trouve qu'on voit ça, ce côté tout est caché et on continue à nous le cacher, quoi. Et que cette violence-là est toujours présente. Et de dire que quoi, Dardenne et vous, quoi, je trouve qu'il y a des liens et que c'est pas du tout les mêmes époques, mais il y a ce truc de la mort est là, mais on la voit pas, quoi. Et c'est peut-être décousu, et merci. Merci. Oui, alors moi je voulais vous demander quelque chose sur la mise en scène. Je fais juste le raccord, l'ingénieur du son des Frères Dardenne, Jean-Pierre Duret, ça tombe bien, non? Voilà. En tout cas, je voulais vous demander quelque chose sur la mise en scène, parce que je trouve le film extrêmement juste, bon, tout au film, que je trouve extrêmement juste, avec un regard très particulier qui est le vôtre. Bon, là, au passage, quand même, les acteurs, mais pas seulement les acteurs principaux, tout le monde est très très juste. Franchement, la parole, que ce soit les officiers ou autres, je pense que vous accordez quand même une grande attention à ça, parce qu'il y a un débit, il y a un phrasé, il y a quelque chose bon, qu'on sent qui ne vient pas tout seul. Bon, je dois savoir comment vous travaillez en fait, parce que je trouve que vous faites des plans, qu'on les voit. C'est pas qu'on les voit, qu'ils sont ostensiblement voyants, mais ils sont là et ils mettent en scène tout le monde, je dirais d'une manière très juste et avec beaucoup de justice. Et on peut s'apercevoir de tout. Vous ne faites pas des travelling, des machins, dans tous les sens. Enfin, vous êtes très sobre. Cette sobriété sert votre propos. Donc, je ne sais pas comment vous tenez ce fil-là. Sur le fait que les partis pris de mise en scène, ce sont justement pas ceux d'une mise en scène qui cherche à se donner à voir, ou qui cherche à faire de la mise en scène pour de la mise en scène, pour de l'effet, mais qui cherche justement à trouver le sens du plan, le sens de la place des personnages dans le plan, voilà, sur un parti pris comme ça, de questionnement autour du sens de pourquoi on décide de tourner de telle façon. Et voilà, je pense que c'est ça ce que je peux vous répondre. Sinon, c'est un peu sommaire, mais c'est à chaque fois quelque chose de... Chaque plan est un enjeu en lui-même, donc c'est un peu difficile d'exprimer tout ça d'une façon sur un principe général. Prenons un exemple qui est un contre-pied. Il y a une séquence qui est presque entièrement en travelling, c'est la séquence de la bergerie. Oui. Travelling avant, travelling arrière. Oui, parce que justement, c'est un moment de tension. C'est un moment de tension. Et donc, c'est un moment dans lequel il y a du mouvement, des personnages qui courent, qui se mettent en place. Et donc, mais en même temps, voilà, quand on fait un choix comme ça d'un plan en mouvement, on sait que c'est pour le monter tel quel. C'est pas parce que quand on décide d'un mouvement, on ne va pas couper dedans, parce que ça n'a pas de sens. Donc il faut qu'il soit trouvé, il faut que le rythme et l'énergie du plan soient trouvés dès le tournage, parce qu'on ne va pas le créer au moment du montage.
Donc à ce moment-là, ça demande effectivement du temps, des répétitions, et sur un tournage sur lequel on n'a pas beaucoup de temps, quand je fais un choix comme celui-là, c'est parce que je pense que voilà, il faut le faire. Et donc l'énergie du plan doit être trouvée dès la prise de vue. Je suis désolé, mais je m'étais défié et je m'étais dit, si tu prononces le mot montage, je vais être obligé de passer la parole à ta monteuse qui est dans la salle, qui avait dit non, mais je parlerai que si on évoque le montage, trop tard. Sophie m'en donnait 2 Montreuil. Moi, je veux bien que tu répondes à la même question, c'est est-ce que c'est plus difficile de monter des plans fixes ou est-ce que c'est plus compliqué de monter, par exemple, cette séquence-là de plans en mouvement? Non, enfin, je ne crois pas qu'il y ait une difficulté plus grande d'un côté ou de l'autre. Et par contre, moi, je voulais continuer ce que disait Philippe par rapport à la question de Jean-Pierre. Non, de Jean-Pierre. En fait, je pense qu'au montage, on continue ce travail d'épure et de mise en scène très précise et en même temps jamais dans l'emphase, jamais on en rajoute, plutôt on en enlève un maximum. Et donc ça, déjà au tournage, enfin moi j'y suis pas, mais au montage en fait c'est ce qu'on fait beaucoup. Et moi j'ai appris beaucoup en travaillant avec Philippe, justement à cette précision, à cette attention aux rushs, c'est-à-dire les rushs on les regarde, on les re-regarde, on les re-regarde. On essaye de tout voir et de vraiment garder, d'être hyper attentif à ce qu'on en garde. Et donc aussi dans les visages, dans les expressions, dans le jeu, dans tout quoi. Et voilà, c'est beaucoup un travail d'épure, c'est vrai. Pour ça aussi que, bon, c'est aussi pour ça que le film est pas long. Enfin, il n'y a pas le temps de tournage, mais aussi au montage beaucoup d'épure et de voilà. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup. Et aussi, je voulais souligner aussi l'absence de musique. Voilà. Et c'est vrai que moi, je peux aimer la musique dans les films, mais dans les films de Philippe, vraiment, je ne verrais pas ce qu'elle apporterait. Et voilà, je trouve que... C'était pour signaler qu'il y a un autre micro qui circule. Sauf dans le générique de fin où elle est signée à mine, tu vois pas. Ah oui, et aussi au début. Oui, elle est magnifique. Mais ce que je veux dire, pendant le film, on n'a pas besoin... Enfin, moi, en plus, en tant que spectatrice, en dehors même du montage, j'ai pas envie qu'on me rajoute de l'émotion. Enfin, tout est voilà, dans le jeu des acteurs et la précision des situations. Vous avez fait combien de films ensemble? Alors, ça fait 22 ans qu'on travaille ensemble, mais j'ai pas compté... Tu sais, toi, Philippe? Je peux pas compter. Depuis Samia, on travaille ensemble. Voilà, ça fait 22, 2000, en 2000. Bon, le film m'a beaucoup intéressé, mais je trouve que les personnages du FLN manquaient d'épaisseur. Je m'attendais à un moment que vous alliez donner à ce personnage de Youssef quelque chose, une aura, puisqu'il était recherché, etc. Et puis vous nous le montrez mort, un cadavre. Donc, quelque part, je me suis dit, le personnage du lieutenant avec l'épaisseur, même les personnages hiérarchiques, mais en face, il y a 2 brutes qui ont égorgé, entre guillemets, la personne qui l'a arrêté, mais il n'y a pas de politique FLN. Je ne sais pas pourquoi vous avez fait ce choix, ça c'est ma première remarque, et c'est dommage d'ailleurs, parce que du coup, c'est pas équilibré. La deuxième question qui me paraît importante, c'est qu'on ne voit pas aussi le personnage de Pied Noir. Parce qu'il y a eu 2 évacuations, pas une, d'une partie des Harkis, même si on l'a refusé, et celle des Pieds Noirs qu'on a facilitée. Donc, c'est dommage aussi, là aussi, il y a une asymétrie. C'est comme si vous avez fait le choix, je sais qu'on ne peut pas tout dire, hein, ça c'est la réponse classique, mais on peut dire des choses, parfois à travers un personnage, à travers quelque chose qui fasse qu'on retrouve un certain équilibre. Oui, bien justement, on peut dire des choses, quelque chose à travers un personnage, et en particulier justement à propos de ce lieutenant dont vous parlez, dont vous dites il n'existe qu'à l'état de cadavre. Il n'existe pas seulement de cette façon dans cette scène, parce qu'il existe aussi à travers le message qu'on trouve dans la veste
le message qu'il a écrit à la main dans sa veste en arabe et qui dit « Je donne ma vie pour la liberté de mon pays ». Et donc voilà, le sens de son combat est dit. Et le sens de son combat est dit et avec ce qu'il peut avoir de troublant, justement, lu par un harki qui le découvre dans ce moment-là. Ce sont des personnages, en effet, qui existent en silhouette, parce que c'est un film, tout à l'heure j'ai dit, tourné en 35 jours. C'est pas une excuse, mais c'est une réalité tout de même. Et donc, et puis c'est aussi un récit. On ne peut pas multiplier les axes de récit et les personnages, parce que sinon c'est plus un film, ça devient un exposé d'histoire ou une thèse d'histoire. Voilà, on peut pas. C'est un sujet qui raconte l'abandon des harkis par la France après qu'elle les ait trompés. On peut pas évoquer l'exode des pieds noirs. Sinon, je sais pas. Sinon, c'est une série, oui. Oui, moi je pensais à la même polémique. Je pensais au film La Combe Lucien. La Combe Lucien. Oui. Voilà, je pensais à ça. De Louis Malle, bientôt au Méliès. Pardon? De Louis Malle, bientôt au Méliès. Il y a une rétro qui sort en décembre. Ah, bah c'est bien. Je vous invite à aller voir La Combe Lucien. Très bon film, et puis qui pose des problèmes, même un peu comme ça, de polémique. Bon, on a passé dans un ciné-club où j'étais, et ça a été un grand débat là-dessus. Ah, t'as dit que tu ferais court si tu commences ce genre de décret de digression. D'accord, je vais faire court. Non, alors la question c'est pour qui vous avez fait le film? Ben, moi je pense que vous les avez fait pour les Algériens, qu'ils soient harkis ou non harkis. Moi je le prends tous les cas comme ça. Je vous rappelle, vous savez que la marche, qu'on a appelée la marche des beurs, c'est un fils de harki qui s'appelait Toumi avec le père de l'orme. Voilà. Donc c'est aussi ça. Le racisme, il était aussi vis-à-vis des harkis. Et pour terminer, je crois que les gens, il faut qu'ils s'aillent à l'histoire. J'ai trouvé un peu la scène de la Bleuite avec le colonel Amouche, qui a été assassiné. Enfin, il a été pareil, c'est par rapport à ce que vous avez montré. Les droits qui rentrent, ils s'intègrent par rapport à cette page d'histoire que les gens iront sûrement consulter. Parce qu'il faut aussi que les gens aillent à la source. Et je voulais vous dire, c'est le désarmement des harkis. C'est vrai qu'on s'aperçoit, voilà, ils ont désarmé harkis. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, où le général de Gaulle avait pris je ne sais pas combien d'attentats de l'OAS, l'OAS cherchait aussi à recruter des harkis. Ils n'ont pas recruté beaucoup, enfin, à ma connaissance, pas du tout même. Peut-être que je peux me tromper. Et c'est pour ça que ce film se termine sur Oran. Et Oran, on aura aussi l'histoire, les massacres de l'OAS aux pieds noirs. Parce que c'est ça, si on reste sur ce film, moi je dis il est très important parce qu'il nous incite à nous documenter. Oui, voilà. C'est-à-dire, en effet, voilà, c'est pour les gens qui ne connaissent pas le sujet, ce que ça peut être, c'est une porte d'entrée vers la possibilité d'aller vers d'autres choses, des livres, d'autres films. Peut-être un petit mot du coup pour terminer sur la fin du film, parce qu'elle est très elliptique là aussi, c'est-à-dire que la mère et la fille arrivent à destination, mais on peut s'attendre à ce que tout à coup il y ait une réunification on retrouve les hommes, et en fait cette scène n'a pas lieu. On annonce qu'il y aura une possibilité de traverser, mais tu ne la filmes pas. Ce qui du coup renforce la puissance des textes qui suivent, qui deviennent quand même une espèce de couperet spectaculaire et qui crée un effet sur le spectateur. Est-ce que ça, c'est des choses que toi, tu avais envie de filmer, qui étaient dans le scénario, ou est-ce qu'à un moment, tu t'es dit non, le film sera plus fort s'il est suspendu? Ben, le film, le scénario a aussi a terminé de s'écrire et aussi entré dans une phase finale d'écriture en fonction de la réalité économique, de la donne économique, et en fonction des possibilités que j'avais au niveau d'accès à des décors. C'est-à-dire, dans le scénario original, il y avait une partie urbaine beaucoup plus importante. Mais le décor urbain a complètement disparu aujourd'hui.
Au Maroc, on trouve il y a la possibilité de trouver du décor rural, des villages d'époque pratiquement conservés tels quels, dans des endroits forcément un peu isolés et difficiles d'accès. Et donc on a trouvé des choses vraiment très intéressantes à ce niveau-là. Mais au niveau urbain, c'est très très compliqué, parce que tout a disparu, ou tout est impraticable. Il y a une circulation pas possible, il y a des éléments de modernité partout. Ça serait un énorme travail, et ça demanderait des moyens que je n'avais pas que d'imaginer tourner davantage en décor urbain. Et quant à filmer la traversée, il fallait juste trouver un bateau et un port d'époque. Et donc, il y a un moment où on a renoncé. Et voilà, alors les choix se font aussi pour ça, se font aussi de cette façon. On est allé repérer très en amont. Je me suis rendu compte qu'il y avait moyen de trouver des choses vraiment intéressantes. J'ai tiré parti de ce qu'on trouvait. Et puis il y a eu un moment où je me suis rendu compte qu'il y avait des choses aussi qui étaient beaucoup plus compliquées. Et donc effectivement, j'ai simplifié, j'ai fait des choix dans la mesure de ce qui m'était possible. Ça n'empêche pas du tout ce film d'être un très beau film. Merci beaucoup Philippe Faucon. Et merci à Sophie Randonnet et à Pierre.